Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet de la fiscalité en trading en France. Donc afin de faire cette vidéo, j'ai fait appel à Clément Aimé, donc un fiscaliste français, pour répondre à toutes tes questions que tu m'as posées sur Instagram. Et la raison pour ça, tout simplement, c'est que je me sens pas légitime de te parler de, par exemple, fiscalité, parce qu'au bout du compte, le trading, le forex, c'est quelque chose dans lequel je me suis spécialisé. C'est un domaine où je pense que j'ai des choses à t'enseigner. Mais la fiscalité, je trouve que j'ai pas les compétences nécessaires. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Clément pour intervenir dans cette vidéo. Et sur ce, commençons directement. Donc on se retrouve tout de suite avec Clément Aimé qui va donc répondre à toutes les questions que tu m'as posées sur Instagram par rapport à la fiscalité. Donc Clément, avant qu'on commence, si tu peux rapidement dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis expert en ingénierie fiscale et patrimoniale. En gros, mon métier, c'est tout simplement permettre de trouver des stratégies pour réduire l'impôt, pour réduire les charges, mais également pour augmenter le potentiel de revenus. Ok, bon, alors aujourd'hui, tu auras une chier de questions. Clément va répondre de manière un peu directe, comme ça vient. Allons-y. Pour pouvoir donner un max de valeur. Alors commençons. Quel type de société ouvrir à l'étranger pour percevoir ses gains provenant du trading? Alors, tout dépend de l'état dans lequel il faut ouvrir une société. C'est-à-dire, par exemple, en Floride, aux States, on va avoir tel type de structure. En Suisse, on va avoir tel type de structure. Au Royaume-Uni, pareil. En France, pareil. Enfin, Tout dépend, en fait. Le problème, c'est que c'est du cas par cas. C'est trop compliqué de répondre à ce type de questions en donnant un type précis de société. Ouais, et je pense aussi un truc à noter, c'est que ouvrir une société à l'étranger, c'est pas forcément aussi bénéfique que les personnes pensent si tu es résident français, si tu es résident quelque part d'autre potentiellement. Mais c'est exactement ça. Ouais. Disons que le problème, c'est que demain, si on veut faire des stratégies d'optimisation avec des structures, avec des sociétés, les banques prêteront plus facilement si la structure est en France plutôt qu'à l'étranger. Et on aura moins l'œil de cyclo de l'administration fiscale si notre société est en France, qu'on optimise notre structure ici en France plutôt qu'à l'étranger et qu'on réside sur le territoire de la République française. Alors une question qui est revenue probablement le plus, c'est une astuce simple et bête pour payer moins d'impôts. Augmenter les charges dans vos structures ou dans votre société pour augmenter tout simplement vos revenus à titre personnel. En fait, vous basculez vos charges directement sur la société, du style par exemple les forfaits téléphoniques, une voiture, la consommation de restaurants pour des réunions professionnelles. Et puis après, voilà quoi. L'idée, c'est que ça réduit l'impôt sur la société pour votre structure. Et du coup, c'est la structure qui paye. Donc pour vous, indirectement, vous enrichissez. Ok, donc on en parlait la dernière fois, mais donc une soirée avec Didon Pérignon avec d'autres traders, potentiellement, c'est business. Théoriquement, c'est business. En tout cas, il faudra justifier. Mais ouais, théoriquement, c'est business. Okay. Une autre question qui est revenue très très souvent, c'est comment déclarer ses profits venant d'un compte prop firm comme FTMO ou MyForexFunds. Donc pour ceux qui savent pas, un prop firm, c'est des sociétés de trading qui vont te prêter du capital une fois que tu es rentable et tu as passé des challenges. Donc par exemple, dans la formation, il y a pas mal de traders qui, une fois rentables, passent par ces prop firms pour avoir du capital. Ils traitent 100 000 euros, 200 000 euros, 250 000 euros et il y a un partage de profit qui est à 50-50 ou 80-20, etc. Donc la question c'était comment déclarer justement ces profits. D'accord. Alors, c'est très simple. À partir du moment où on perçoit un revenu, il faut le déclarer. Ça, c'est une chose qui est inévitable, en tout cas en France. Assez souvent, ce type de structure, on va faire une facture. En fait, on va leur produire une facture pour qu'ils nous payent cette facture-là. Du coup, on va être considéré fiscalement comme indépendant. Donc, en France, il y a un statut qui va être privilégié, qui va être le statut de la micro-entreprise, jusqu'à 72 600 euros. Et au-delà, il faudra, en tout cas au-delà pendant 2 ans consécutifs, il faudra passer en société. Et à ce moment-là, il faudra faire de l'optimisation. Ok. Peut-on réellement payer moins d'impôts en utilisant des holding companies et trust funds? Alors la réponse est oui, à condition de l'utiliser très intelligemment. Aujourd'hui, on a beaucoup de professionnels qui ont une structure, un peu bêtement, qui font du profit, qui payent des impôts, qui payent après d'autres impôts pour percevoir des revenus, plutôt que justement utiliser une structure holding et leur permet justement d'utiliser des leviers de rentabilité. C'est peut-être idiot, à titre personnel, ou plutôt à titre professionnel, moi j'ai une holding, ça se passe très bien,
Et à partir de là, je vous laisse imaginer, c'est une véritable machine à cash. Hello, j'ai une société sur laquelle je dispose d'un bon capital. Comment trader avec? Donc, je suppose que là, la question, c'est est-ce qu'il peut trader avec l'argent qu'il y a dans une société? Alors, premièrement, il faut déjà que la structure soit dans une banque qui accepte justement les opérations de trading. Ça, c'est un point qui est important. Et aussi, il va falloir faire attention au risque de requalification fiscale en matière de fraude. C'est-à-dire qu'en général, on crée une société pour faire de l'argent, pour faire fructifier et faire en sorte qu'à la fin de l'année, eux, les impôts, ils perçoivent justement de l'impôt sur la société le plus souvent. On imagine bien que si on met du capital pour faire du trading et qu'on maîtrise pas et que finalement il y a une perte financière, il peut y avoir le fisc derrière qui vienne redresser pour dire c'est un moyen d'échapper à l'impôt, etc., etc. Donc du coup, pour l'administration fiscale, c'est une perte financière et pour vous, ça risquerait d'être une requalification fiscale. Donc, attention. Ok. Quelque chose d'autre aussi que j'aimerais ajouter, mais c'est que si tu as une société qui deal dans quelque chose de précis, je te recommande pas d'utiliser l'argent de cette société spécifiquement et trader au nom de cette société pour faire une activité qui a aucun rapport. Sépare tes activités. Si tu as du trading, fais du trading. Si tu as une autre activité, garde cette activité seule et commence pas à tout mélanger, parce qu'à la longue, ça va être le bordel, je pense. Après, si tu es très bon en trading, j'ai envie de te dire, lance-toi, mais faut que tu sois certain de ramener du cash. C'est-à-dire que plus tu ramènes de cash, plus l'administration fiscale te taxera. Donc, quelque part, en général, t'as pas de redressement. Par contre, si tu perds, commence à pleurer. Peut-on être résident fiscal à Dubaï et continuer de vivre en France? Alors, la question revient très souvent. La réponse est non. Alors, théoriquement, c'est possible, mais le problème, c'est que si on vit en France et que qu'on prend des selfies, des photos comme qu'on est à Paris ou autre, et que finalement on aurait dû vivre à Dubaï, je vous laisse imaginer le redressement fiscal derrière. Donc non, il faut vivre au moins, alors théoriquement, au moins 6 mois et un jour à Dubaï. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué pour éviter qu'on fasse ce type d'opération dans un but uniquement fiscal qui pourrait entraîner une fraude. En général, on vaut mieux y vivre au moins 8 mois à 9 mois dans l'année pour vraiment montrer qu'il n'y a pas que 6 mois et un jour. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, moi, à Panama, ici, à la fin de l'année, il faut que je fasse un certificat de résidence fiscale et il me demande vraiment, il regarde mon passeport avec les tampons, je suis obligé de montrer des factures, que je vis bien à Panama. Donc, le mythe de tu prends une résidence, tu prends un bateau, tu te barres, tu restes en France toute l'année, ça marche pas vraiment. Et puis, même quand tu es résident fiscal, par exemple, que ce soit à Dubaï, à Panama, peu importe, tu peux pas passer les autres 6 mois de l'année en France. Parce que dans ce cas, tu vis autant de temps d'un côté que de l'autre. Et la France, je pense que tu peux confirmer, Clément, mais part du principe que tu es fraudeur. Si tu arrives à justifier que tu ne l'es pas, good, mais il va commencer en disant que tu l'es. Donc si tu peux pas le prouver, t'es baisé. C'est ça, exactement. Donc généralement, ce sont des factures, ce sont éventuellement même des photos, comme quoi vous étiez à l'étranger à ce moment-là. Mais en tout cas, il faut savoir aussi que le fisc, les inspecteurs des finances publiques n'hésitent pas à regarder sur les réseaux sociaux. Donc, vous mettez un truc sur Facebook et Insta ou quoi que ce soit, vous allez vous faire à un moment donné griller. C'est sûr. Quels sont les pays les plus avantageux fiscalement lorsqu'on est trader? Alors, c'est très simple. On l'a vu dans la formation. Alors, je vais pas vous balancer une liste de pays, mais assez souvent, déjà, il y a le Panama. Très clairement, qui revient dans le top 3. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas payer d'impôts sur les gains issus de plus-value mobilière, en tout cas issus du trading. Mais également, on a d'autres pays comme on peut citer Dubaï, Monaco. On peut également partir sur l'île Maurice également, qui peut être aussi une très bonne destination. Ouais, j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les meilleurs pays pour ne pas payer d'impôts, que tu pourras aller checker là ou là. Enfin bref, je mettrai le lien. Société ou nom propre quand on trade depuis la France? Alors, quand on trade depuis la France, c'est très simple. À partir du moment où vous dépassez, où les revenus provenant du trading dépassent 50% de vos revenus professionnels, à partir de là, vous êtes considéré comme un trader professionnel. Donc, à ce moment-là, une structure est obligatoire. Sinon, moi, je vous recommande à titre personnel, quand ça ne dépasse pas 51% de vos revenus. La fiscalité en France est-elle la meilleure pour les traders retail? Il y a mieux, c'est clair. Est-ce que le paiement de la flat tax apporte aussi une couverture sociale? Si oui, laquelle?
Alors la réponse est non. Tout simplement, c'est que la flat tax, c'est, rappelons-le, 30%, donc 12,2 d'impôt sur revenu, plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc soit 30%. Et bien tout simplement, les 17,2 de prélèvements sociaux, c'est comme les revenus fonciers. C'est pas parce que demain vous cotisez aux prélèvements sociaux, vous allez avoir une couverture sociale. Ok. Voilà, donc pas de protection sociale. Quel est le meilleur statut français quand on va être financé chez des prop firms du style FTMO? Alors, ça peut être l'auto-entreprise, ou plutôt ce qu'on appelle couramment la micro-entreprise, en tout cas pour démarrer, et après, au-delà des 72 100 euros par an, on va commencer à réfléchir sur d'autres structures, telles qu'une SASU par exemple, ce qui peut être très intéressant. Comment fait-on pour payer 0% d'impôt quand on est nomade digital? Donc 2 mois max par pays. À un moment donné, vous allez vous faire rattraper. Être nomade digital, à un moment donné, il va falloir que vous ayez une résidence quelque part. Donc, être nomade, c'est bien, mais vous ne pouvez pas être SDF fiscalement. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir un toit sur la tête et de vous déclarer quelque part. C'est-à-dire que si plutôt l'administration fiscale française vous demande une résidence, vous êtes obligé de mentionner une résidence, la même résidence à toutes les administrations fiscales des différents pays. Ouais, ça, je rejoins Clément sur ça, et malheureusement, je vois trop de personnes qui ont ce cliché, cette image du nomade digital qui n'est pas redevable d'impôt nulle part parce qu'il est 2 mois à Bali, 2 mois en Thaïlande, 2 mois ci, 2 mois là. Non, ça marche pas. Comme je disais, la France va toujours partir du principe que tu es fraudeur s'il y a une petite erreur. Dans le cas d'un nomade digital, il n'aura aucun moyen de prouver qu'il paye ses impôts ailleurs, moi, pour ma part, je peux prouver que je suis à Panama, que je paye des impôts à Panama, etc. Un nomade digital, tout simplement, ne va pas pouvoir le faire, donc faites très attention à ça. C'est pas aussi simple que ça pour esquiver les impôts. À partir de combien comme capital un trader a l'obligation de payer la taxe sur ses gains? À partir du premier euro qui est encaissé, tout simplement. Ok, donc dès que tu fais de l'argent, impôt. Dès que tu as une plus-value, tu es taxé. Ok. Si on retire une somme de, par exemple, plus de 10 000 euros sans déclarer, on risque quoi? Vous risquez le coup de fouet. Bon, plus sérieusement, en fait, l'administration fiscale, à partir du moment où vous ne déclarez pas vos revenus, c'est simple, sur vos droits, donc par exemple, prenons un exemple, 10 000 euros de revenus, en général, la flat tax c'est 30%, donc 3 000 euros d'impôt sur 10 000 euros de revenus. Si on ne déclare pas, ce sont des majorations d'environ 80%, donc ce qui fait très mal. Et en plus de ça, il y a des intérêts de retard qui viennent s'ajouter. Donc en gros, dites-vous qu'au lieu de payer 3 000 euros d'impôts, vous allez en payer à peu près 6 000. Donc ça veut dire que à peu près 60% d'impôts plutôt que 30%. Donc là, ça commence à faire réfléchir. Peut-on créer une société à Malte ou autre pour retirer ses gains des prop firms? Alors, on peut créer une société n'importe où dans le monde, ça c'est clair. Après, c'est pareil, tout dépend d'une question de résidence fiscale, tout dépend il y a plein de questions finalement à mettre en évidence, mais à partir de là, théoriquement, oui, vous pouvez créer une société à Malte, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, mais quelque chose, je pense, si tu peux confirmer, ouvrir une société à Malte, par exemple, en tant que résident français, pour essayer de ne pas payer d'impôts. Alors en plus, si à Malte on n'a aucune activité, on n'a pas de bureau, on n'a pas d'employés et on gère toute la société depuis la France, mauvais bail. Ouais, exactement. En fait, pareil, un risque de requalification fiscale pour fraude, encore une fois, parce qu'en fait, c'est simple. À partir du moment où on fait une opération uniquement dans un but fiscal, on peut appeler ça ce qu'on appelle un abus de droit fiscal ou une fraude fiscale. Donc à partir de là, on est obligatoirement redressé. Ok. La justice française peut-elle juger un Français qui est devenu un citoyen de Dubaï? Alors la réponse est oui. C'est pas parce qu'en fait vous vivez sur un autre territoire que forcément derrière on peut pas venir vous chercher. C'est-à-dire que la justice va demander tout simplement à l'étranger le rapatriement d'une personne pour qu'elle soit jugée en France. Vous imaginez bien, c'est un peu comme aujourd'hui, on parle des terroristes, hop, ils ont filé à des étrangers, à un moment donné on va les retrouver et hop on va demander à ce qu'ils reviennent en France pour être jugés en France, tout simplement. Et on en parlait justement avec Clément hier, mais certains pays ne vont pas avoir de droit d'extradition. Donc, par exemple, c'est le cas à Panama, où si je devais être jugé en France, on ne peut pas venir me chercher à Panama directement, parce qu'il n'y a pas de loi d'extradition. Cependant,
dès que tu vas voyager, que tu vas prendre l'avion et que tu vas aller quelque part d'autre où il y a cette loi, bah tu vas te faire péter à l'aéroport en fait. Et c'est généralement ce qu'on voit. Donc quelqu'un va par exemple se cacher à Panama ou à Dubaï ou n'importe. À partir du moment où il prend un avion et il va à New York, il descend de l'avion, il y a Interpol qui l'attend. Merci, au revoir. C'est ça. Et puis après, le coup de la savonnette, mais ça on en passe. C'est encore possible, après les Panama Papers, d'avoir un prête-nom à l'étranger sans souci en France. Non, malheureusement, absolument pas. Vous allez avoir tout le temps des soucis. Au contraire. C'est-à-dire que l'administration fiscale est beaucoup plus vigilante depuis les Panama Papers. Ok. Et un autre truc, c'est, bon, sur cette chaîne, on parle énormément de trading, etc., qui est un business complètement légal, même si tu peux gagner beaucoup. Donc, le fait d'avoir un prête-nom pour ton trading, c'est vraiment une mauvaise idée, je dirais. Si c'est un truc bien illégal, je peux comprendre, mais pour le trading, je vois pas l'intérêt. Ouais, en plus, ouais. Combien de pourcentage concernant la taxe sur les crypto-monnaies? La taxe sur les crypto-monnaies, c'est simple, c'est la flat tax, 30%. Sur, tout simplement, les gains à partir du moment où vous retirez de l'argent du stablecoin vers les fiat. Ok, donc faut retirer en argent réel, en euros, en dollars pour être taxé. Exactement. Même si ça reste sur votre compte, que ce soit Binance ou autre, à partir de là, juste le transfert vers la monnaie nationale entraîne la taxation à plus-value. Fiscalité propre ferme, micro-entreprise ou auto-entrepreneur, personne ne sait. Alors personne ne sait parce que personne ne reçoit d'informations. En fait, la micro-entreprise et l'auto-entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avant, on l'appelait auto-entreprise, maintenant on l'appelle la micro-entreprise. Mais très clairement, c'est la même chose. Et c'est bien pour commencer de partir en micro-entreprise. Combien faut-il avoir pour commencer à penser à l'expatriation? Donc, je vais juste commencer à répondre, mais dans le nouveau module fiscalité dans la formation, on parle justement de l'expatriation et à partir de quand un trader devrait songer à l'expatriation. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a évidemment les revenus, mais aussi la situation personnelle. Si tu as des enfants, si tu as des responsabilités, si tu as des business en France, ça va pas être la même chose que quelqu'un qui a 20 ans, qui fait 20 000 euros par mois et qui a aucune responsabilité en France et qui peut se tailler du jour au lendemain. Donc ça, on en parle bien plus dans la formation. Je te mets le lien dans la description d'ailleurs, si c'est quelque chose que tu veux aller checker. Je tiens juste à préciser que moi, j'ai déjà un client qui s'est barré du jour au lendemain. Il a laissé femme, enfant, il s'est barré. Donc après, chacun est comme il est. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je ne juge pas. Devons-nous déclarer nos comptes chez un courtier? Alors, si le courtier est à l'étranger, la réponse est oui. Tout simplement, c'est que chaque compte bancaire détenu à l'étranger doit faire l'objet d'une déclaration fiscale. Si vous ne le faites pas, c'est simple, 1 500 € d'amende par compte et par année. Je donne un exemple. Vous n'avez pas fait pendant ces 3 dernières années, les 3 comptes ont été ouverts il y a 3 ans, c'est 4 500 € d'amende à payer, fois 3, tout simplement, ce qui vous fait quand même 10 500 € à sortir, juste peut-être pour 15 € détenus à l'étranger. Donc, Entre nous, je préfère vous conseiller de déclarer vos comptes bancaires à l'étranger. Ouais. Et deux choses en plus, mais c'est donc là on parle de broker, de courtier forex, mais même si tu as un compte Binance, Coinbase, qui ont généralement des sociétés à l'étranger, il faut aussi les déclarer. C'est considéré comme un compte à l'étranger. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas parce que tu déclares un compte à l'étranger que tu es imposé, que tu es taxé. Ouais, tu ne paieras pas plus d'impôts, c'est clair. Cette information et ne pas la cacher, en fait. Juste montrer que tu as ce compte à l'étranger. Et c'est pas parce que tu montres que tu as un compte à l'étranger que tu vas être taxé 50% de ce que tu as dessus ou quelque chose comme ça. Au contraire. Vaut mieux être de bonne foi, dire, moi je m'en fous, j'ai rien dessus, mais au moins on déclare, ouais. Dois-je déclarer l'ensemble de mes gains ou uniquement la part retirée du broker? Alors, c'est l'ensemble des gains, puisque en fait, il faut voir à partir de quand est-ce que vous réalisez théoriquement une plus-value. C'est à partir du moment où vous réalisez une plus-value, donc que vous faites des gains. Donc après, que vous le laissiez ou non sur votre broker, ou que vous le retirez sur votre compte bancaire, j'ai envie de vous dire, vous avez réalisé un gain. Donc plus-value, qui dit plus-value, dit taxation. Exactement. Et aux yeux de la loi et du fisc, un compte broker, c'est un compte bancaire. Que tu aies ton argent chez ton broker ou que tu aies ton argent à ta banque CIC ou n'importe, c'est pareil. C'est ça, exactement. Bonjour, la Thaïlande est-elle intéressante fiscalement pour un trader? Alors, la Thaïlande, il y a mieux. Très clairement, il y a mieux. Alors, la Thaïlande, pour un trader, c'est 15% de plus-value, voilà, de taxation à la plus-value. Il y a d'autres pays où c'est 0. Très clairement, il n'y a pas photo. Je préfère aller dans des pays où il y a 0. Même si la Thaïlande, c'est très joli, mais
fiscalement, il y a mieux. Ouais, donc la Thaïlande, il y a beaucoup plus intéressant de un. De deux, pour moi, personnellement, c'est un choix personnel, mais vivre en Thaïlande devrait dire trader les time zones asiatiques, donc les marchés asiatiques, ce qui, personnellement, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. Panama, par contre, on est sur la time zone de New York, donc on trade la session de New York, quelque chose que je préfère grandement en tant que trader, trader la session de New York ou de Londres plutôt que la session asiatique. Peut-on transférer ses actions actifs dans un autre pays, tel que le Panama, au départ de la France, et ainsi éviter les taxes françaises? Alors, vous ne pourrez jamais échapper à l'impôt français si vous devez payer l'impôt français. J'aimerais bien vous trouver une solution sur un coup de magie, mais c'est pas possible pour le coup. Et à un moment donné, on a ce qu'on appelle l'exit tax, qui fait qu'à partir du moment où vous partez à l'étranger pour justement faire ce type d'opération, l'administration fiscale peut vous obliger à payer immédiatement l'impôt sur la plus-value, même si vous n'avez pas retiré vos gains et que vous avez que vous devriez percevoir des gains importants. Peut-on se mettre trader pro sous SASU, optimiser ses revenus avec une ou deux entreprises en déficit? Alors la réponse est oui, c'est justement l'optimisation qu'on peut faire à partir d'une holding. En fait, c'est très simple. La SASU de trading va ramener du cash, elle va être détenue par une holding, et la holding, tout simplement, on va détenir deux autres filiales qui vont être elles-mêmes en déficit. Forcément, à la fin de l'année, on va faire un résultat d'ensemble entre les gains et les pertes. Et en général, si les pertes arrivent à compenser les gains, eh ben, l'impôt à payer serait de 0 €. Les démarches pour s'expatrier au Panama pour un trader français. Alors, Clément est fiscaliste français, d'accord. Donc la fiscalité internationale, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Donc on le couvre plus dans la formation avec Julien qui intervient. Julien qui lui est plus spécialisé dans justement la fiscalité internationale. Donc si t'expatrier, que ça soit à Panama, à Dubaï, en Roumanie, en Suisse, à Monaco, à Hong Kong, peu importe, t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Il y a la formation de Julien que je peux vraiment que recommander sur justement la fiscalité internationale. Et il y a des cas pratiques. Donc par exemple un cas pratique de déménager à Panama, devenir résident fiscal à Panama, tout étape par étape, quelle société ouvrir, tous les comptes en banque, etc. Donc si une expatriation, c'est quelque chose qui t'intéresse, comme je te dis, la fiscalité internationale, c'est un petit peu compliqué. Et donc Julien a une formation vraiment super complète. Je te mets le lien dans la description. Question de Sergio qui aimerait tout simplement l'information de contact du fiscaliste. Donc je mettrai tous les contacts de Clément dans la description. Instagram, YouTube, machin, vous pouvez le contacter. Il offre des services en fiscalité. Et voilà, n'hésitez pas, tous les détails sont dans la description. Lucas qui demande, tu n'as pas envie de partir quand tu vois que la France est le pays le plus taxé? Bon, je pense que la question ça va plus à Clément parce que moi je suis pas en France. Alors, pays le plus taxé, tout dépend sur quoi. En réalité, tout dépend du type d'impôt. Pour ma part, je suis pas forcément concerné parce que je gagne bien ma vie, j'optimise, donc du coup je paye pas d'impôt. Donc au final, moi ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, après derrière, c'est vrai que ça emmerde pas mal de personnes qui paient des impôts, qui paient même trop d'impôts par rapport à ce qu'elles gagnent. Donc du coup, ça représente quand même une pression fiscale très importante. Et après, j'ai envie de dire, partir finalement dans un autre pays, alors que la France a quand même de très jolis coins, j'ai envie de dire, restons en France. Après, c'est une question de goût et de couleur au final. Mais si vous faites de l'optimisation fiscale, si demain vous gagnez plus de revenus et vous diminuez vos impôts, j'ai envie de vous dire, restons en France, quoi. Peut-on gérer légalement l'argent d'autres personnes en France et quel statut adopter? Alors la réponse est non, tout simplement parce qu'il y a un dispositif à mettre en place qui est aujourd'hui, très coûteux, qui est déjà payé par des grandes structures comme les banques, les institutions, qu'aujourd'hui un particulier ne peut pas se permettre. Donc du coup la réponse est malheureusement non. Comment se détacher 100% fiscalement de la France? Eh bien tout simplement en partant dans un autre pays et puis y habiter au moins 8 mois dans l'année, 8-9 mois. Est-il vraiment intéressant et nécessaire de s'expatrier pour avoir de meilleures conditions? Donc, premièrement, je vais dire mon point de vue, mais tout dépend au niveau fiscalité et aussi de tes revenus, parce que le travail de Clément, c'est justement de baisser l'impôt des personnes. Mais je pense qu'à partir d'un certain montant que tu génères par cash, on est d'accord, tu seras quand même obligé de payer des impôts en France.
Alors dans ce cas-là, l'expatriation peut vraiment te permettre de passer de tout ou rien, tu vois. Donc dans ce cas, ça peut être intéressant, pas nécessaire, bien sûr que non. Mais quand on s'expatrie, il y a aussi plein d'autres choses à voir. La France offre beaucoup de choses. Je pense notamment de très belles villes, de très belles côtes, de très beaux paysages, de très belles femmes, de la nourriture incroyable que tu vas pas forcément trouver à l'étranger. Qu'est-ce que t'en penses, Clément? Ah mais totalement d'accord. D'accord sur les femmes ou d'accord sur la bouffe? Sur les deux. T'emmènes une femme au resto, t'as la meuf, la bouffe. Attends, on peut demander plus. Entre nous. Comment faire sa déclaration d'impôt en tant que trader Forex? Alors, c'est très simple. J'explique dans la formation, tout simplement, étape par étape, comment il faut faire, comment il faut déclarer dans telle case et telle case pour tout simplement remplir sa déclaration d'impôt. Ok, je vous mets le lien dans la description justement pour ceux que ça intéresse. Peut-on vraiment vivre du trading en France en payant la flat tax de 30%? Alors, oui. Oui, on peut vivre. On peut même, mieux que survivre, on peut même vivre normalement. En fait, vivre en payant 30% d'impôts sur nos gains, c'est un petit peu comme un salaire. Quand vous percevez un salaire brut et que vous payez des charges pour arriver au salaire net, en général, ça représente à peu près 23-25%, proche des 30%. Donc, vous arrivez quand même à vivre avec 25%, avec moins 25% sur votre salaire. J'ai envie de dire, c'est pareil pour la flat tax. Moins 30%, si vous gagnez 100K et que finalement on vous retire 30%, il vous reste toujours 70K dans la poche. Donc oui. Alors Monsieur Clément, cette question elle est pour vous. Pourquoi les gens font des évasions fiscales? Alors moi, je dirais la réponse B. Et non, c'était la réponse D, pour ne pas payer d'impôts. À partir de quel montant de revenu minimum ça vaut le coup de payer un fiscaliste? Alors, c'est très simple. Un fiscaliste, ce n'est pas réservé aux riches. À partir de 1 500 € de revenus mensuels, on peut faire appel à un fiscaliste. Le fiscaliste, en fait, il sert à quoi? Il sert tout simplement à prendre les bonnes décisions au départ pour éviter déjà de faire des conneries et que tout seul, vous allez réaliser des opérations qui vont entraîner des impôts. Grâce au fiscaliste, vous allez réaliser des opérations sur lesquelles vous allez payer beaucoup moins d'impôts. Donc, vaut mieux le prendre à la base, au départ, et plutôt qu'une fois qu'il est trop tard. Quels sont les avantages et inconvénients des banques en ligne? Donc, je vais peut-être répondre à ça, mais pour moi, les avantages, c'est définitivement, c'est super simple à ouvrir un compte, tout est en ligne, tout est super rapide, c'est simple, etc. Donc ça, c'est cool. Deuxièmement, il y a très peu de frais, donc généralement, tu vas pas payer de frais sur ta carte de débit. Généralement, tu vas pas payer de frais sur les transferts internationaux. Tu vas pas non plus payer de frais sur les échanges Forex. Donc, si par exemple, tu as ta carte avec de l'argent en euros et tu viens aux États-Unis dépenser des dollars, tu vas avoir un taux d'intérêt qui est le taux d'intérêt d'aujourd'hui, sans frais en plus, sans faux taux d'intérêt comme on voit beaucoup avec les banques. Maintenant, dans les inconvénients, je dirais, ça serait que personnellement, j'ai pas envie de stocker de l'argent dans des banques en ligne. Je préfère avoir des banques qui sont établies. Donc voilà, avoir un petit peu d'argent pour des dépenses de tous les jours, ok. Mais vraiment stocker sa fortune personnelle dans des banques en ligne, bancal, perso, je trouve. Deuxièmement, ça serait au niveau support. Alors oui, il y a un support en ligne, etc. C'est cool. Mais si tu as vraiment besoin de quelque chose de précis, tu peux pas aller à la banque en personne, voir quelqu'un. Et moi, j'ai un petit peu toujours peur que si l'application ou le site shut down, tu fais quoi? Tu vas voir qui? Tu vois, c'est un petit peu compliqué. Toi, Clément, je sais pas ce que t'en penses. Alors après, l'avantage aussi des banques en ligne les plus connues telles que Boursorama, Hello Bank ou autres, elles sont tout simplement, ce sont des filiales de banques qui existent réellement, telles que la Société Générale ou autres. Donc théoriquement, on a quand même de quoi se retourner juridiquement. Par contre, derrière, au niveau des leviers d'investissement, où il va falloir aussi donner une réponse plus évidente, c'est vers les banques physiques. C'est-à-dire que un banquier, on peut toujours le convaincre, alors qu'une banque finalement, une néobanque telle que Boursorama ou autre, finalement, ce sont des algorithmes qui font que vous allez déposer un dossier, vous dépassez le taux d'endettement,
on vous dit systématiquement non, sans forcément regarder votre dossier plus en détail et sans pouvoir l'argumenter. Et c'est pour ça que il va falloir aussi faire la part des choses en fonction de vos objectifs. Si on dépose et on retire toujours en crypto sur un broker, est-ce qu'on est imposable comme en fiat? Donc en fiat, c'est de l'argent réel, euro, dollar. Et ben, à partir du moment où on reste en crypto, de crypto à crypto, ou même de stablecoin à crypto, j'ai envie de dire, dans tous les cas, non. Dans tous les cas, on passe pas en fiat, et tant qu'on passe pas en fiat, on ne paiera pas d'impôt. Ok, donc quelqu'un qui va déposer en crypto, imaginons 10 000 euros, 2 mois après, il en a 100 000 et il les retire en USDT, il n'est pas taxé. À partir du moment où c'est pas transformé en fiat d'une quelconque manière, il n'y a pas de risque puisque de toute manière, c'est pas imposable fiscalement. Ok, donc c'est une fois qu'il a ses 100 000 $ de USDT, c'est seulement au moment où soit il les dépense, soit il les convertit en euros pour les cash out que là, il va être taxé. Exactement. Y a-t-il des risques à se faire payer en crypto et de les dépenser avec une carte crypto? Alors, il y a forcément des risques parce qu'à un moment donné, il y aura une conversion en euros. Quand demain vous allez payer votre kebab, vous imaginez bien que le kebabier va l'encaisser en euros. Donc, vous allez transformer finalement de l'USDT ou de la crypto en euros. Et c'est là où justement vous allez être taxé. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de personnes en fait le voient pas ça. Ils se disent si je dépense des cryptos, je sais pas switch. Et comme Clément a dit, ton kebabier, il a pas un wallet crypto sur lequel il reçoit tes cryptos. Évidemment, il y a un exchange qui est fait. Donc, c'est à ce moment-là que tu es censé être taxé. Exactement. Yacine qui demande tout simplement des exemples de montage financier. Tout simplement la holding. La holding qui permet de rebasculer les dividendes des filiales pour créer en fait une véritable machine à cash en créant d'autres filiales qui vont arriver par la suite. Si demain, on a une filiale qui ramène 100K et que demain, justement, avec des leviers, on a 10 filiales qui ramènent 100K, eh ben, la holding perçoit au départ 100K, puis 1 million. Et donc, au départ, nous qui détenons la holding, à un moment donné, même si on paye la flat tax au départ à 30%, rien que le fait d'avoir ce montage financier, à un moment donné, on perçoit chaque année 700K plutôt que 70K. Ok. Et aussi, une autre chose que j'aimerais dire, je sais pas exactement comment ça marche en France, mais en tout cas, en fiscalité internationale, parfois avoir des montages fiscaux, des montages financiers très complexes, ça peut coûter très cher. Je connais des personnes qui littéralement ont des montages financiers avec une société au Caïman, qui a une société à Belize, qui a une société à Panama, qui nanani, qui nanana. Ça lui coûte 200 000 euros par an à faire tourner juste le montage fiscal. Donc, faut voir aussi si c'est rentable, mais je pense que si t'en parles en France... Après, nous, on a d'autres solutions pour faire en sorte de réduire considérablement l'impôt et puis nous permettre justement d'utiliser d'autres leviers, même si on reste en France. Donc, après, c'est au cas par cas de tout. Mais où passe le pognon? Alors, merci Clément d'avoir répondu à toutes les questions des abonnés. Je mettrai sous cette vidéo les contacts justement de Clément. Je mettrai aussi le lien de la formation avec le nouveau module sur la fiscalité du trading en France, dans laquelle Clément intervient directement pour les vidéos. Clément, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, à partager, ou peu importe? Alors déjà, merci Elliot de m'avoir invité sur ta chaîne. Et puis pour tout le monde, tout simplement, n'hésitez pas. L'idée, c'est tout simplement réduisez vos impôts en l'optimisant et puis augmenter votre potentiel de revenus, tout simplement. They hate when you elevate. They're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate.